Bonjour à tous, on va commencer tout de suite parce qu'on a une belle séance devant nous. La séance va durer 1h30, donc on va essayer de donner la parole à chacun à peu près pour 10 minutes. L'idée de cette conférence, c'était de répondre à ce titre, Moyen-Orient, les logiques territoriales d'un conflit régional. Pour cela, on a pensé à organiser la séquence en se disant qu'on allait partir du nœud actuel, à savoir partir du territoire israélien, du territoire palestinien, avec cette idée qu'on élargira ensuite sur le Moyen-Orient, puis on verra un peu les conséquences d'un point de vue géopolitique mondial. Voilà. Je commence par vous présenter nos 4 intervenants. Donc, on a Adel Bakawan, ici présent, qui est chercheur associé. Je reviendrai sur leur parcours par la suite. Chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI. Nous avons Pierre Blanc, le géographe et agronome, enseignant-chercheur en géopolitique à Sciences Po Bordeaux. Ensuite, Pierre Aski, qui a une spécificité, c'est qu'il a fait du terrain à une période particulière, on en reparlera tout à l'heure, qui est chroniqueur géopolitique sur France Inter et au Nouvel Obs. Et enfin, Edoui Plenel, qui est le cofondateur de Mediapart. Voilà, je passe rapidement. On va commencer par Pierre Blanc. Pierre Blanc, vous êtes géographe, vous êtes spécialiste du Proche-Orient, vous travaillez depuis longtemps sur les dynamiques territoriales et politiques qui structurent le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. Selon vous, ce conflit n'est pas seulement une lutte militaire ou diplomatique, c'est une histoire de dépossession progressive. Avec vous, nous parlerons de la spécificité de ce territoire que nous regardons souvent à la hauteur du Montgolfière, alors que le sol, le sous-sol, le relief, bref, la géographie de ce territoire explique exigu, ce territoire qui est exigu, est essentiel pour comprendre les logiques de dépossession, justement, dont vous allez nous parler. Et pour introduire votre propos, parce que moi je suis cartographe et que j'ai besoin de cartes pour comprendre ce territoire, et que vous aussi, je pense, on a structuré le propos à chaque fois par l'introduction d'une carte. Cette carte, normalement, vous pouvez la voir. Voilà, vous pouvez la voir sur cet écran-là. Ça, c'est fait. Cette carte, elle présente la démographie d'Israël aujourd'hui. Alors, d'un côté, vous avez une répartition géographique de la population. En bleu, vous avez la population israélienne. En vert, la population palestinienne. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder la courbe d'évolution. En vert, vous avez, sur la courbe supérieure, vous avez la population palestinienne qui démarre à peu près à 1 million d'habitants et qui, en 1948, et qui arrive à 7 millions d'habitants aujourd'hui. Et pour la population juive, on est également à 7 millions d'habitants environ, avec une démographie particulière pour les uns, c'est-à-dire l'arrivée, la progression, la croissance de la population palestinienne se fait d'abord par la natalité, alors que chez les Israéliens, on a à la fois la natalité, l'enjeu de la natalité, et l'enjeu de vagues migratoires qui se sont faites à la fois en provenance d'Europe de l'Est, puis du pourtour méditerranéen, puis en provenance de la Russie, de l'Union, voilà, à la suite du démantèlement de l'Union soviétique. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder le petit graphique qui est tout en bas. Je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir, mais c'est le nombre d'enfants par femme. Et ça va avoir un impact actuellement et sur l'avenir. C'est-à-dire que si vous regardez le nombre d'enfants par femme chez les Palestiniens est à peu près de 3,5 enfants par femme. Et on a fait le choix de séparer les juifs laïcs, les juifs religieux et les juifs orthodoxes, où le nombre d'enfants par femme est actuellement de 6,5. Je vous laisse regarder la géographie du territoire et je passe la parole à Pierre. Bonjour, merci Delphine. Je suis très heureux d'être dans un festival international de géographie. Petite scoop, nous avons failli ne pas arriver puisqu'on s'est perdu. Donc dans un festival de géographie, le responsable étant Adèle, il faut trouver toujours un responsable. Pourtant, je leur avais passé une carte, je ne comprends pas. Voilà, donc petite boutade dans une séance qui sera peut-être un peu douloureuse, mais je pense que ce qui nous réunit, c'est l'intérêt de la géographie et de l'histoire telle qu'elle se fait,
parce que c'est la paix, je pense, en dernière instance qui nous intéresse. Alors, il m'a été demandé dans cette séquence de repartir de Israël-Palestine, le 7 octobre, traduit une montée aux extrêmes de part et d'autre des échiquiers politiques palestiniens et israéliens. Je ne reviens pas là-dessus. Mais depuis le 7 octobre, on redécouvre, en tout cas pour ceux qui l'auraient oublié, la centralité du conflit israélo-palestinien. Je crois que ça, d'abord, il faut le dire. La centralité régionale, la centralité internationale. Il y a une projection de ce conflit à l'échelle internationale. Je ne vais pas revenir sur quelques jalons qui le montrent. Donc, grande projection, longue histoire, très longue histoire, plus d'un siècle. Enfin, on pourrait faire remonter, tout dépend à quel moment. Et puis, une géographie, tu l'as dit Delphine, très exiguë. Je pense qu'il faut quand même se redire un peu les choses. C'est extrêmement exigu et c'est ça qui est étonnant, c'est le hiatus entre l'exiguïté du territoire et la projection politique et la longueur de l'histoire. Les territoires palestiniens, ce sont 6400 km², 400 km pour Gaza, la bande de Gaza, et 6000 pour la Cisjordanie. C'est-à-dire, c'est 2/3 d'un grand département français. Voilà. Et Israël, c'est 20 000 km². On est vraiment sur des territoires très petits. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et puisqu'on a très peu de temps, je voulais faire tourner mon propos autour de 3 mots, mais comme je n'ai pas le temps, j'en enlève un, et peut-être que j'en enlèverai un deuxième. C'est des possessions territoriales, je vais revenir, c'est-à-dire au long cours, parce que je ne vais pas parler du 7 octobre et de ses suites. Je pense qu'il faut aller avant. C'est toute la dépossession que j'appellerais une forme d'ingénierie territoriale de la dépossession, qui ne s'est pas faite selon un plan prédéterminé il y a un siècle. Il y a plutôt des contextes géopolitiques qui font que différents plans israéliens se sont mis en place pour produire cette dépossession dont on parle. Et cette dépossession territoriale, elle a été facilitée par des dérives idéologiques du côté israélien, du côté palestinien. Mais en sachant que ces dérives ont contribué à la dépossession, c'est-à-dire que le politique a contribué à la dépossession territoriale, mais je voudrais vous montrer aussi que l'évolution du territoire a produit cette dérive idéologique. Il y a une espèce de dialectique. Donc dépossession, dérive, et puis le troisième mot, ça serait désertion, mais il n'est pas tout à fait adapté, c'est l'échelle internationale, et heureusement, mes collègues vont en parler, donc je fais l'économie de ce mot. Le premier mot, c'est les dérives, la dépossession territoriale. C'est-à-dire cette idée que, eh bien, si on regarde la géographie, au long cours, depuis plus d'un siècle, force est d'admettre, les faits géographiques sont ce que l'on peut observer, marquent une dépossession des uns par les autres. Et je le disais, il n'y a pas de plan préétabli qui serait mis en place depuis un siècle. Il y avait peut-être des intentions, encore que ce n'était pas monolithique du côté des Juifs arrivés en Palestine avant 1948. Et puis, il y a encore une fois des contextes qui ont permis de déployer ça. Donc, une ingénierie territoriale, je donne quelques jalons. Bon, c'est Weizmann qui, en 1919, dans le cadre de la conférence de Paris, revendique une grande Palestine. C'est intéressant de noter que cette proposition de Weizmann, elle est déjà très géographique en ce sens que il veut exercer pour le futur État une pleine souveraineté sur les eaux du Jourdain, le bassin hydrographique du Jourdain. Ce n'est pas un hasard. Finalement, ce n'est pas le territoire qui sera dévolu au mandat de Palestine pour les Anglais, mais déjà, on voit bien une intention. Et puis, c'est l'invention de ces structures que sont les kibbutzim, des structures de collectivisme non autoritaire, à la différence de l'URSS, mais qui sont pensées aussi à des fins territoriales, et y compris dans leur constitution, c'était des collectifs agraires de type socialiste, mais en excluant la main-d'œuvre arabe. Ce qu'il faudra dire à Ziv Sternel, ceci illustre le fait que le sionisme était socialiste par les moyens à l'époque, mais la fin était nationale. Et puis 48, je vais un peu plus vite, 48, c'est après ce plan onusien de partage, sur lequel on pourra revenir, c'est la mise en place de ce que certains nouveaux historiens ont évoqué comme le plan d'Alet, qui était un plan visant à accroître
la mainmise du nouvel Israël pendant la guerre de 48 sur des territoires qui n'avaient pas été dévolus dans le cadre du plan de partage. Je pense à la Galilée, qui était ciblée par le plan d'Alet, mais également la région de Jérusalem pour aller à Jérusalem-Ouest. Donc voilà un autre plan qui, dans un autre contexte, est mis en œuvre. Puisque le temps m'est compté, je ne vais pas revenir sur 48, mais ça se traduit par l'expulsion de 750 000 Palestiniens, 800 000, ça vous le savez, et la résolution 194 derrière. Si on continue dans le temps, nouvelle accrétion territoriale, nouvelle progression territoriale, c'est la guerre de 6 jours, bien sûr, qui va faire passer Israël d'un contrôle de 78% de l'espace à la totalité. À la totalité, donc l'occupation de la Cisjordanie et de l'Égypte. Et là aussi, dans ce nouveau contexte, des plans vont être mis en place qui portent à plus de dépossession. C'est le plan, dès 1967, le plan Alion, qui est un plan de colonisation porté par la coalition dirigée par les travaillistes à l'époque, mais qui vise à coloniser uniquement la vallée du Jourdain. C'est-à-dire, c'est une colonisation sécuritaire pour l'essentiel. On y implante des kibbutzim, qui sont les structures qui occupent le plus d'espace avec le moins de personnes. Là aussi, il y a une réflexion stratégique. Et le comblement de cet espace par des colonies en vallée du Jourdain permet de contrôler la frontière avec la Jordanie. Il y a une visée sécuritaire. Et puis, si on avance un peu dans l'histoire, 77, la victoire d'une nouvelle coalition, un vrai basculement idéologique, je finirai là-dessus tout à l'heure, donc avec une coalition de sionistes religieux et surtout du Likoud, avec l'exécution d'un deuxième plan qui s'appelle le plan de Robles, qui est une colonisation beaucoup plus massive, qui a une fin sécuritaire là encore, puisqu'il s'agit de coloniser les montagnes et notamment les parties sommitales, les apex de ces montagnes, pour mieux contrôler. Il faut dire qu'elles n'étaient pas cadastrées, ces régions. Et donc, ces colonies, au fur et à mesure, vont dominer les fonds de vallée qui sont palestiniennes. Donc, il y a une volonté sécuritaire. Et puis, il y a eu d'autres mobiles qui sont de type beaucoup plus idéologique à ce moment-là. J'y reviendrai dans la dernière partie. Donc, voilà, on a un nouveau contexte avec de nouvelles élections qui donnent lieu à un nouveau plan. Si on avance un peu plus dans le temps, 91, à peu près au moment où va se réouvrir la conférence, enfin, va s'ouvrir le dialogue israélo-arabe, eh bien, le plan Seven Star prévoit une colonisation nouvelle de la ligne verte, c'est-à-dire pour oblitérer ce qui devrait être dans l'esprit des premières résolutions après 67, le futur État de Palestine. Donc, le plan Seven Star vise plutôt la ligne verte. Donc tout ça laisse voir une véritable stratégie. Et derrière, là je parle du sol, mais aussi le sous-sol, si j'avais du temps, puisque j'ai pas mal fait de missions là-dessus, il y a aussi une mainmise sur les ressources en eau du sous-sol palestinien, des aquifères. Là c'est très intéressant, il y a une véritable ingénierie territoriale qui permettra à Israël, avant les accords d'Oslo, de contrôler 80% des nappes de Cisjordanie. Voilà. Et puis ça va plus loin, puisque plus tard, on implantera une compagnie israélienne après 82, c'est-à-dire dans un moment de massification de la colonisation, où il fallait fournir de l'eau encore plus. La Mécorote est implantée en Cisjordanie, et les grands forages sont implantés dans l'aquifère qui est le moins utile pour Israël, c'est-à-dire celui de la vallée du Jourdain. Donc il y a vraiment une pensée territoriale. J'arrête là-dessus pour le premier point, sauf qu'il y a eu Oslo, mais je vais laisser Pierre en parler tout à l'heure. C'est vrai qu'on pourrait dire Oslo vient contredire cette mainmise, cette succession de plans. C'est une promesse de bifurcation. Moi, j'y étais, on en parlait, on a pu y penser. Sauf que dans les schémas qui suivent, les zones C, par exemple, qui vont rester zones C, c'est-à-dire totalement contrôlées par Israël, sont totalement déjà les espaces colonisés. Donc on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'on voulait faire de ces zones C d'emblée. Voilà, donc, et puis certes aussi, mais certes donc Oslo, mais derrière il y a eu le mur, autre fait accompli, 2002 condamné par les CIJ, là aussi
il n'est pas fortuit, il est très dessiné. Des ONG israéliennes ont pu, des cartographes, des géographes ont pu le montrer. Il est venu, ce mur, aussi chercher des espaces supplémentaires à coloniser beaucoup plus en profondeur. Et certes, Gaza a été évacué en 2025, mais derrière, c'est plus 2005, pardon, pas 2025. Oui, c'est un lapsus. Bon, 2005, merci Pierre. 2005. Et derrière, vous savez, c'est plus de colonisation en Cisjordanie et un blocus sur Gaza. Donc, l'analyse territoriale laisse penser quand même que voilà, tout ça n'est pas fortuit et on n'arrive pas au 7 octobre sur rien. Hein. Il faut rappeler tout ça et c'est à gros traits. Le deuxième point, et je fais très vite, hein, je promets, je bois un peu. Quand on dit qu'on fait très vite, c'est le deuxième. Ça a été permis par des dérives idéologiques que vous connaissez, mais il faut peut-être les remettre en relief et surtout montrer peut-être le lien au territoire. Côté israélien, on pourrait même remonter au Yishuv avec un Yishuv, c'est-à-dire des sionistes qui étaient partagés entre des binationalistes qui pensaient à un État binational, entre des travaillistes qui étaient plus flous, on va dire, sur le devenir de Palestine, et puis les révisionnistes qui sont comment dirais-je, les ancêtres du Likoud d'aujourd'hui. Hein. Bon, il y avait ce clivage qui était dominé par les travaillistes, mais 1948, les partisans d'un État binational ont été évacués de la scène politique, et il est resté donc ces deux courants, le courant travailliste sioniste et puis une droite beaucoup plus sioniste. Donc première dérive, c'est 1948, si vous voulez, qui donne la victoire ou la défaite à ceux qui étaient partisans d'un État binational. Et puis il y a une autre fracture ou un moment de rupture, c'est 1977, les élections en Israël, qui donne la victoire donc à une coalition de sionistes religieux et du Likoud. Alors là aussi, c'est intéressant de voir le lien avec la géographie. Si le Likoud a progressé, certes, la guerre de 1973 avait été considérée comme perdue dans une partie de la société israélienne, donc ça a discrédité les travaillistes. Mais il y a aussi le fait que beaucoup de juifs de Misraïm qui étaient arrivés des pays arabes sont arrivés dans ce qu'on appelle les villes de développement, qui sont des villes beaucoup moins développées que les villes que sont Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa. Et donc, ces Misraïm sont dans ces villes, ils se ressentent un peu plus marginalisés, d'autant qu'ils sont moins dans les institutions que les Ashkénazes qui sont arrivés avant. Donc, il faut avoir présent ça à l'esprit. Et dans la donne politique, eh bien, ces Misraïm, en grande partie, qui sont un peu plus religieux aussi que les Ashkénazes, vont voter pour la droite, le Likoud. C'est une partie de l'explication de la montée du Likoud à ce moment-là. Et puis il y a un autre fait territorial qui influence la dérive idéologique, c'est 67, 10 ans avant, le fait de prendre possession de Jérusalem-Est, du mur des lamentations, mais aussi d'Hébron, Pierre va en parler, avec le tombeau des patriarches, va, chez certains, faire croître l'idée que des temps messianiques se jouent. C'est le sionisme religieux, c'est Moshe Levinger qui dit « Nous ne cherchons pas à provoquer des temps messianiques, ce sont les temps messianiques qui viennent à nous. » Et il fondera le Gush Emunim, le bloc de la foi. Et c'est cet alliage donc entre des sionistes religieux qui étaient très marginalisés jusqu'alors et ce Likoud, avec vous voyez, ces incidences territoriales. Hein. Je ne reviens pas sur les villes de développement, mais aussi le fait d'accéder à ces lieux saints du judaïsme, dans les territoires de l'Est de Jérusalem, eh bien, ça a marqué une évolution dans le processus politique. Et donc, on arrive à ce que l'on sait, il y aura quelques intermèdes travaillistes, 92 avec Rabin, puis 99, mais de fait, et comme je veux aller vite, il y a une hégémonie de cet alliage plus ou moins forte, particulièrement encore plus vrai dans les années 2000. Je laisse la période Oslo à Pierre. Donc il y a cette bascule qui va être encore accélérée en 2006 avec là aussi le territoire, l'importance du territoire, 2005, pardon, le retrait de Gaza, qui est un traumatisme dans certains milieux israéliens, colons, qui va, ce traumatisme, nourrir en particulier ce sionisme religieux. Voilà, donc ça explique en grande partie la montée aux extrêmes, sans nuance. Et côté palestinien, mais ai-je besoin d'en parler? Parce que Delphine, il faut me dire si j'ai déjà débordé. Non, faites aussi cette partie-là. Moi, je trouve ça. Il faut... Bon, oui. D'accord. Et on passera après. C'est moi qui réponds un peu plus vite. Voilà.
vous m'excusez, je termine. Donc, côté israélien, là aussi, côté palestinien, on connaît tous l'échiquier politique, ce ne sont que des rappels en perspective. Hein. Le nationalisme palestinien, alors il faut faire attention à nos catégories, mais il était plutôt d'essence, on va dire, laïque. En tout cas, ce n'était pas au nom de l'islam que le nationalisme palestinien a émergé. D'abord, c'était un nationalisme arabe, puis il s'est émancipé de cela en fondant des formations propres au nationalisme palestinien, le Fatah, formation plus marxiste, plus socialisante ou marxiste, le FPLP de Georges Habash, le FDLP de Naïef Awadmeh, vous connaissez tout cela. Mais enfin, c'était des courants réunis dans l'OLP qui prend son autonomie totale par rapport à la Ligue arabe. Hein. Donc c'est une émancipation palestinienne dans le nationalisme arabe. Et c'était un projet qui a évolué avec le temps, qui est passé de l'utilisation des armes, de la résistance militaire, à un abandon progressif des armes avec la déclaration en 88 à Alger de la reconnaissance donc d'Israël et puis d'un État de Palestine. Je passe là-dessus, mais entre-temps, justement, du fait qu'il n'y a pas eu de débouché politique, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de débouché politique. Israël n'a pas offert de débouché politique, eh bien, ça a contribué à opérer une bifurcation en Palestine dans un contexte régional où l'islamisme est une offre qui est sur la table. C'est les frères musulmans qui s'agrègent, qui fondent le Hamas, que vous connaissez, qui était plutôt toléré, les frères musulmans en Israël. Je renvoie à ce que raconte Charles Anderlin, absolument. On a laissé faire. Il y avait divide and rule. On reproduit un peu la règle des Britanniques. Et par la suite, eh bien, cette montée aux extrêmes a été à la faveur du Hamas, qui s'est conforté avec Oslo, surtout dans un processus qui a été une aporie, une impasse. Donc le Hamas a fructifié. L'évacuation de 2005 a été vue comme une victoire aussi du Hamas, parce que le Hamas était très fort à Gaza. Donc ça a conforté le Hamas sur l'échiquier politique palestinien. Et ça a confiné à ce conflit de 2007 qui, depuis lors, donne lieu à une division territoriale entre le Gaza et la Cisjordanie. Et je finis là-dessus. On a un pouvoir divisé du côté palestinien. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les dialogues entre eux. Bon, et derrière, une autorité palestinienne qui s'est discréditée à grand renfort de corruption. Deuxièmement, elle a été entravée dans sa politique justement par les retenues de taxes douanières, et c'est encore le cas par Israël. Et troisièmement, elle est vue beaucoup en Cisjordanie, pour rencontrer pas mal de gens, elle est vue comme un pouvoir à qui on délègue la police pour Israël. Donc il y a un discrédit sur l'autorité palestinienne. En 2021, 2022, 2023, ça bougeait beaucoup en Cisjordanie. On pensait que ça allait repartir là-bas. Moi, j'étais à peu près persuadé qu'une nouvelle intifada allait se reproduire, et ce qui est arrivé depuis Gaza, où au contraire, là aussi il y a une politique de laisser faire. Le Hamas a exercé sa mainmise sur Gaza en contrôlant ces tunnels qui étaient des tunnels humanitaires à leur début, il faut le dire. Et voilà. On pourra peut-être revenir dans les questions. J'arrête là-dessus. Comme ça, il faut on fera oui. Excusez-moi. Non, et puis comme Pierre va revenir, donc Pierre Aski, vous êtes journaliste, chroniqueur géopolitique France Inter et au Nouvel Observateur, mais surtout vous avez été en poste entre 93 et 95, donc au moment des accords d'Oslo. Donc je vais vous présenter aussi une carte avant de vous donner la parole. Cette carte-là, elle présente justement ce qu'étaient les accords d'Oslo. Je la lis en 2 minutes avec vous. Le vert foncé correspond à ce qu'on appelle, en fait, c'était le découpage en territoire et en zone de contrôle, la manière dont on contrôlait ces territoires-là pour les Palestiniens. C'est-à-dire que ce qui est en vert foncé, c'est ce qu'on appelle la zone A. C'est là où les Palestiniens avaient un contrôle à la fois civil, écoles, hôpitaux, etc., et un contrôle sécuritaire. C'est-à-dire qu'ils assuraient également la police sur ce territoire-là. En zone plus vert clair qu'on voit un petit peu moins bien, c'est la zone B, c'est-à-dire que là vous avez un contrôle civil palestinien, mais un contrôle, la sécurité
est assuré par les Israéliens. Et là, si vous regardez, donc ça représentait 7% pour la zone A et à peu près 20% pour la zone B. Et ensuite, vous avez, donc là, on est vraiment au moment des accords d'Oslo, vous avez la zone C, où là, le contrôle est à la fois et pour le civil israélien et pour la sécurité aussi israélien. Je ne rentre pas plus dans le détail de la carte parce que je pense que vous allez le faire, Pierre. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis arrivé en poste à Jérusalem comme correspondant de Libération en août 1993. Et les accords d'Oslo, la poignée de main Rabin-Arafat à la Maison-Blanche, c'est le 13 septembre 1993. Donc j'étais à peine installé quand il y a eu ce coup de tonnerre incroyable, historique. Et il y avait à l'époque à Jérusalem un bâtiment qui s'appelait la Maison d'Orient, qui était le siège officieux de l'OLP, de l'Organisation de libération de la Palestine, où il y avait plusieurs représentants d'Arafat qui étaient à Jérusalem et qui participaient aux négociations. Et un de mes contacts favoris à l'époque, j'allais souvent le voir uniquement par plaisir, c'était un géographe qui s'appelle Khalil Toufakji. Et Khalil Toufakji était le géographe de l'OLP. Et chaque fois qu'on allait le voir, il sortait des cartes. Il avait une panoplie de cartes absolument extraordinaire. Mais il en avait une en particulier qui était la carte de la colonisation. Et il faisait des projections sur le rythme de la colonisation. Et lorsqu'Arafat est revenu en terre de Palestine en 1994, après de longues tractations, il a fini par revenir et s'installer à Gaza. Il était entre Gaza et Jéricho. Khalil Toufakji est allé le voir avec son jeu de cartes et il lui a fait une présentation. Et il lui a dit, je ne sais pas comment il l'appelait, Raïs, si on continue comme ça et si on n'arrête pas cette colonisation, en gros, dans 20 ans, dans 30 ans, on n'a plus de territoire pour faire un État. Il faut arrêter ça. Et le problème, et c'est sans doute la faille numéro 1 des accords d'Oslo, c'est que les accords d'Oslo ne prévoyaient rien sur la colonisation. Ils ne prévoyaient pas, et c'est une défaillance des négociateurs palestiniens absolument majeure, ils ne prévoyaient pas l'arrêt, le gel de la colonisation, qui aurait été le minimum que pouvaient demander les Palestiniens à l'époque, puisque c'était en gros la négation même de l'idée d'Oslo que la colonisation puisse se poursuivre. Une des raisons, une des explications psychologiques qu'on peut avoir, c'est que la négociation d'Oslo, elle a été menée par des exilés, par des gens qui étaient en dehors de la terre de Palestine depuis des années, voire des décennies pour certains d'entre eux, et qu'ils n'avaient pas ce qu'avaient les Palestiniens de l'intérieur, comme Khalil Toufakji, ce contact quotidien avec le phénomène de la colonisation. Moi, je me souviens, la première fois que je suis allé en reportage dans cette région, c'était en 1981. Et c'était pour l'assassinat de Sadat, j'étais allé faire les réactions côté palestinien et israélien à l'assassinat de Sadat. Et j'avais un contact à Ramallah avec un enseignant qui parlait français, qui avait étudié en France, et qui m'avait emmené un soir à la tombée de la nuit sur une colline à l'extérieur de Ramallah, et il m'avait montré les lumières. 1981. Et il m'avait montré les lumières, il m'avait dit, voilà, les lumières faibles, c'est les villages palestiniens, les lumières fortes, c'est les colonies, qui ont des éclairages un peu comme des projecteurs. Et c'était absolument stupéfiant de voir à quel point cette géographie des Lumières racontait le changement du territoire. On est en 1981. Il y avait 25-30 000 colons à l'époque. Au moment d'Oslo, donc 93, on est à peu près à 300 000 colons. Et aujourd'hui, on est à 700 000. C'est-à-dire que la croissance est totalement exponentielle. Et l'un des lieux où on peut comprendre le mieux cette situation, c'est Hébron. Pierre en a un petit peu parlé. Hébron, c'est une ville palestinienne importante, 250 000 habitants, qui est située au sud de Jérusalem, à une quarantaine de kilomètres. Et il y a d'abord Bethléem, puis Hébron. Et Hébron a une importance à plusieurs points de vue, mais notamment par un lieu absolument symbolique que vous voyez, je ne sais pas si oui, on distingue très bien, sur la droite, le caveau des patriarches. Le caveau des patriarches,
c'est supposé être, je dis supposé parce que les archéologues n'ont pas le droit d'aller fouiller et on n'a jamais eu de preuves, mais c'est censé être le tombeau d'Abraham et des prophètes communs aux trois religions du livre. Et c'est un bâtiment absolument exceptionnel qui est plus grand que la cathédrale de Saint-Dié, qui a 2000 ans d'histoire, qui a été construit il y a 2000 ans, qu'on attribue à Hérode, et qui est époustouflant. Quand on voit les murailles du caveau des patriarches, on est sidéré. Et celui qui a été sidéré, c'est Moshe Dayan. Guerre des 6 jours, 1967, l'armée israélienne arrive à Hébron, qui était donc en Cisjordanie jordanienne jusque-là, et il arrive avec sa Jeep, il voit ce bâtiment, il est impressionné, et il donne un ordre en disant « on n'y touche pas », parce que c'était une mosquée. Et arrive l'aumônier juif de l'armée israélienne, le rabbin Shlomo Goren, l'histoire a même retenu son nom, et qui dit à Moshe Dayan « tu ne peux pas faire ça, c'est notre histoire aussi ». Et Moshe Dayan cède, on fait sauter le cadenas, et il rentre dans le bâtiment, et l'histoire change à ce moment-là, parce qu'on réveille ce messianisme dont parlait Pierre tout à l'heure. Ce caveau des patriarches est transformé et il est partagé entre une partie mosquée et une partie synagogue. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que c'était assez subtil, c'est qu'il y a une paroi déplaçable à l'intérieur. Et donc lorsqu'il y a une fête juive, on donne plus de place pour accueillir plus de monde du côté juif. Et quand il y a une fête musulmane, on la déplace dans l'autre sens et il y a plus de place du côté musulman. C'était une sorte de cohabitation tout à fait harmonieuse, sauf que ce n'était pas avec des gens harmonieux. Et en particulier, dès 1968, donc quelques mois après la victoire israélienne de 67, le rabbin Moshe Levinger, dont parlait Pierre tout à l'heure, obtient l'autorisation de fêter la Pâque juive à Hébron, dans le centre d'Hébron. Il loue un hôtel dans la rue principale d'Hébron, que vous voyez en rouge au milieu. Et il s'installe là avec sa famille, etc., pour fêter la Pâque juive, et il n'en partira jamais, alors que l'autorisation était pour quelques jours pour la fête religieuse. Et cette graine qui a été plantée à ce moment-là est le point de départ de ce courant messianique qui est aujourd'hui au cœur de la politique du gouvernement de Netanyahou et en particulier de ses ministres d'extrême droite. Parce que vous avez une situation qui est extraordinaire dans cette ville. C'est la seule ville palestinienne dans laquelle les colons habitent dans le cœur de la ville. Mais au début, vous aviez cette colonie en haut à droite, Kiryat Arba, que vous voyez peut-être, que vous arrivez peut-être à voir. Kiryat Arba a été offerte aux Israéliens par le maire d'Hébron. Le maire palestinien d'Hébron s'est dit qu'il fallait essayer d'avoir les bonnes grâces du nouvel occupant, du nouveau maître des lieux, et il a offert ces terres qui étaient des terres personnelles de sa famille pour créer cette nouvelle colonie. Cette colonie, elle a aujourd'hui plusieurs milliers de personnes, essentiellement d'ailleurs des Français et des Américains. C'est de là qu'est parti en 1994, donc quelques mois après les accords d'Oslo, le docteur Baruch Goldstein. Docteur Baruch Goldstein est un médecin d'origine américaine, né à Brooklyn, qui s'est installé là. Et le matin je crois que c'est le 25 février 1994, en plein Ramadan, il se lève à 5 heures du matin, il met son uniforme de l'armée parce qu'il est réserviste, il prend son arme de fonction qu'il avait le droit d'avoir chez lui, quelques chargeurs, il monte dans sa voiture, les checkpoints israéliens voient passer cet homme qu'ils connaissent, qui est le médecin de la région, qui est en uniforme de l'armée, il le laisse passer, il arrive au caveau des patriarches, pendant le Ramadan, il y a des fidèles en prière à 5 heures du matin, et il ouvre le feu sur les fidèles en prière, il y a plusieurs dizaines de morts, la journée est une journée cauchemardesque dans cette ville. Moi, on me réveille à 6 heures à Jérusalem. J'avais un fixeur, comme on dit, du côté israélien qui m'appelle et qui me dit « Il se passe quelque chose de dramatique à Hébron, on ne sait pas quoi, mais l'armée est en dessous, tu devrais y aller. » Donc je fonce et j'arrive au moment, j'arrive à passer juste avant que l'armée boucle la région et je passe la journée à voir des gens, la ville se réveille en apprenant ce qui s'est passé dans la nuit
et les jeunes vont poitrine en avant vers les soldats, se font tuer. Enfin, ça a été une journée vraiment une des pires que cette région ait connue. Cet événement, il est fondamental parce que c'est le coup d'arrêt de fait. Après, il y a la mort de Rabin, l'assassinat de Rabin en 1995. Mais le massacre d'Hébron, ça a été le moment où l'extrême droite, côté juif, a voulu mettre le coup d'arrêt aux accords d'Oslo et à l'espoir que ça avait fait naître. Espoir sans doute démesuré quand on analyse de près le contenu des accords, mais espoir quand même. Et le seul espoir en un siècle d'histoire, quasiment. Et de l'autre côté, le Hamas relance ses attentats suicides en réponse à ce massacre d'Hébron. Et donc vous avez cet engrenage de la violence qui repart. Alors au début, le gouvernement de Rabin dit nous devons combattre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix et poursuivre le processus de paix comme s'il n'y avait pas le terrorisme. Ça marche quelque temps et ça capote. Et en fait, on a là tous les ingrédients de la catastrophe. Et je termine juste sur un point, c'est que 1994, donc on a cette rue rouge où vivent des colons au cœur de la cité palestinienne. Il y a quelques familles, ce n'est pas grand-chose, mais il y a 300, 400 soldats pour les protéger, enfin, c'est un peu compliqué. Et la colonie de Kiryat Arba. J'y suis retourné en 2019 pour le livre que vous avez vu, là, Une terre doublement promise. J'ai 80 pages sur Hébron, parce que je trouve que c'est un lieu qui raconte tout. Et là, j'étais pas retourné entre-temps, et j'ai eu le choc de ma vie, pour être très honnête, parce que toute la zone en bleu, la H2, c'est devenu la zone occupée par les colons. C'est-à-dire que vous avez cette proportion, c'est à peu près un tiers de la ville véritable, qui a été expropriée, les Palestiniens en ont été chassés. Ils n'ont pas le droit de traverser cette zone, donc ils sont obligés de contourner s'ils veulent aller d'un bout à l'autre de la ville. Et vous avez 2000, 2500 familles qui sont installées là, protégées par 1000 soldats. Et les maisons palestiniennes qui sont à la bordure ont eu, et qui avaient leurs portes qui donnaient du côté H2, ont été condamnées. Et donc les gens sont obligés de passer par une échelle, par la fenêtre de l'autre côté, du côté palestinien. Vous avez des filets sur les ruelles palestiniennes tout autour, parce que par provocation, les jeunes Israéliens jettent les ordures du côté palestinien. Enfin, c'est parce qu'il y a un relief particulier. Un cauchemar absolument incroyable et qui est l'incarnation même de la dérive idéologique, territoriale et politique qui a été mise en place dans la complaisance, mais ça j'empiète sur le terrain d'Edoui, dans la complaisance internationale absolue, puisque personne n'a jamais levé le petit doigt contre cette situation qui est totalement illégale au regard du droit international. Il ne faut pas l'oublier. La résolution 242 du Conseil de sécurité, 1967, juste après la guerre des 6 jours, fait que ces territoires ne sont pas destinés à rester israéliens, et donc toute implantation dans ces territoires est illégale. Et Hébron, voilà, c'est l'incarnation à la fois de l'échec d'Oslo et de ce messianisme qui est aujourd'hui, qui rend la paix très compliquée, parce qu'à partir du moment où c'est Dieu qui vous donne la terre, qui êtes-vous, vous les hommes, pour nous la retirer? Et c'est toute la contradiction dans laquelle on est encore 30 ans plus tard. Merci Pieraski. Adel Bakawan, je vais vous donner la parole. On va dézoomer l'enjeu et on va se placer à l'échelle du Moyen-Orient. Et là, c'est intéressant. Donc, c'est pareil. On va partir de la riposte militaire d'Israël aux attentats terroristes du Hamas du 7 octobre dernier, qui a entraîné une reconfiguration régionale inattendue et extrêmement rapide. Mais vous vouliez nous raconter aussi qu'il y a 3 temps forts pour vous, qu'il faut raconter pour expliquer ce que vous appelez le démantèlement, non, la décomposition. Pardon, je suis en train de le parler en même temps que la décomposition du Moyen-Orient. Là, je suis partie donc de la riposte. C'est une carte qui est en cours,
puisque on fait des cartes probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après sur la riposte israélienne. Et ce qui était intéressant, c'était de montrer les différentes ripostes, la géographie, de voir envers la riposte israélienne sur les territoires palestiniens, sur le Liban. Là aussi, quand on regarde de cette manière-là, on voit des choses différentes quand elles sont sous forme de graphiques, sur l'Iran et sur la Syrie. Il nous manque le Yémen, on le fera dans la semaine. On s'était dit qu'on regardait 2 autres cartes. Adèle, avant de vous donner la parole, ça c'est une carte qui est importante dans son propos parce que c'est la carte des religions. Vous avez en vert la population musulmane sunnite, en orange la population musulmane chiite, en bleu la majorité juive. Et vous avez aussi en hachuré, j'ai l'impression qu'elle ne se voit pas très bien, mais les populations kurdes. Et que dans ce Moyen-Orient, peut-être qu'Adèle, vous pouvez nous raconter les 3 temps qui vous ont arrêté. Vous commencez votre premier temps au 11 septembre, c'est ça, dans votre ouvrage. Est-ce que vous voulez commencer par là? Oui, bonjour, merci Delphine. Écoutez, pourquoi je ne parle pas de la recomposition du Moyen-Orient, mais plutôt de la décomposition, parce que tout simplement, depuis le 11 septembre 2001, nous n'avons rien recomposé, nous n'avons rien reconstruit. Au contraire, on est dans un processus de décomposition, de déconstruction de ce Moyen-Orient. Bien évidemment, je parle à l'échelle géopolitique et non pas territoriale. Peut-être le 4e moment de la décomposition, ça sera la décomposition territoriale, donc la fin du Moyen-Orient qu'on a connu depuis le Sykes-Picot, les traités de Sykes-Picot en 1916. Toute cette histoire commence avec le 11 septembre. Vous allez entendre bien évidemment plusieurs concepts que je ne détaille pas. Nous ne sommes pas dans un amphithéâtre universitaire comme l'ordre milicien, l'instauration de l'autoritarisme, la décomposition bien évidemment, mais peut-être pendant le débat on pourra y revenir. Le 11 septembre, c'est très simple. À la Maison Blanche, vous avez 2 grandes approches qui trouvent leur genèse dans la guerre de 80-90, c'est-à-dire l'occupation du Koweït par Irak. La première approche pensait jusqu'au 11 septembre que la guerre n'était pas terminée. Et il fallait aller jusqu'à Bagdad pour mettre en place un autre régime à la place du régime de Saddam Hussein, ce qu'on appelait le régime change. La deuxième approche à la Maison Blanche, en 2001 bien évidemment, c'était une approche rationaliste, pragmatique, qui conceptualisait la relation des États-Unis d'Amérique avec le monde en partant des intérêts des États-Unis d'Amérique et non pas un projet messianique porté par les Américains, à savoir la démocratisation du Moyen-Orient, une démocratisation version américaine. Mais lorsque, je n'entre pas dans les détails, comme Pierre dit, on n'a pas beaucoup de temps, jusqu'à 11 septembre, le président Bush était l'arbitre entre les 2 approches. Il n'avait pas tranché. Mais le 11 septembre tranche directement en faveur des néoconservateurs. Et donc, les rationalistes, les pragmatistes sont amenés à adopter cette approche des néoconservateurs sans se poser la question. Enfin, la seule question que George Bush se pose, on sait très bien qu'il n'était pas connu pour son aspect intellectuel, qu'il lisait jamais. Enfin, si, il lisait les 4 pages du service de renseignement le matin. Enfin, il ne le lisait pas, on lui lisait les 4 pages. Mais bon, il se posait la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on était attaqué? La réponse est très simple. Ce sont les terroristes qui nous ont attaqués. Mais pourquoi les terroristes? Parce qu'ils viennent d'un Moyen-Orient qui n'est pas démocratique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir du terrorisme? C'était vraiment des questions-réponses très très simples et simplistes. Il faut démocratiser le Moyen-Orient. C'est la seule réponse pour sortir du terrorisme. Alors, comment démocratiser le Moyen-Orient? Il faut un modèle. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous me proposez? Ça, les réponses des néoconservateurs à la Maison Blanche. L'Irak de Saddam Hussein.
l'Irak. Il faut absolument mettre en place un modèle au Moyen-Orient pour que les autres sociétés moyen-orientales, les autres États, les autres populations suivent ce modèle-là. Donc nous allons en Irak, l'Afghanistan n'était juste une transition. Hein. L'Afghanistan ne forme pas le centre de gravité du Moyen-Orient, c'est l'Irak. Et c'est l'Irak depuis toujours, comme le président Macron disait, c'est le pivot du Moyen-Orient. Dans les 12 sens. Alors donc on arrive en Irak en 2003, 9 avril 2003, et donc il y a un seul objectif, avec un gouverneur américain qui n'a jamais mis les pieds en Irak, qui ne connaît absolument pas la culture moyenne-orientale, qui ne parle absolument pas l'arabe. Et voilà, il pensait que le martyr Hussein a été assassiné le 10 mai 2003 dans un attentat suicide d'Al-Qaïda. Enfin, c'est ce qu'il disait dans son témoignage. Donc il arrive, il réunit les 7 grands partis politiques pour dire: nous n'allons pas vous donner les clés de l'État irakien pour Saddam Hussein. Nous allons former une nation irakienne démocratique pour qui nous allons construire un État démocratique qui deviendra un modèle pour l'ensemble du Moyen-Orient. Et donc, une société libérale avec la presse libre, les femmes libres, les grandes universités privatisées, le marché libre. Donc en Irak, réintégré dans le capitalisme international. Ok, très bien. Seulement lorsque les Américains arrivent, en même temps Al-Qaïda arrive, par milliers, partout dans le monde. C'est ce qu'il appelait Hijra, c'est-à-dire la migration vers la terre promise, la nouvelle terre promise du djihad, à savoir la Mésopotamie. Et donc, Al-Qaïda, rapidement, transforme l'Irak de Paul Brimard en vrai enfer. Tous les matins, on se réveillait, il y avait des milliers de morts, des voitures piégées, des attentats suicides. La première année, on est arrivé à 29 000 morts entre avril et décembre. La deuxième année, on est arrivé à 40 000 morts. Enfin, chaque année, il y avait, chaque mois, chaque jour, chaque année, le nombre de morts augmentait. À un moment donné, un journaliste français me demande: mais M. Bakaran, est-ce qu'il y aura un Irakien si on continue sur ce processus-là? Alors, le projet américain, rapidement, les Américains vont abandonner, bien évidemment, leur projet d'un Irak démocratique en tant que modèle pour le Moyen-Orient et se concentrent sur une seule question, la sécurité, et uniquement la sécurité. La tragédie, bien évidemment, des Américains, c'est que leur aller au Moyen-Orient, les Turcs, les pays arabes, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, tout le monde est entré dans un moment de rupture avec l'occupation d'Irak. Pourquoi? Parce qu'ils refusaient absolument cette occupation. Ils savaient très bien l'occupation d'Irak égale la montée en puissance d'un acteur qui est considéré comme un État, un des 3 États qui formaient l'axe du mal, nommé par le président Bush lui-même, à savoir la République islamique d'Iran. Et justement, le seul pays, le seul État qui accepte d'accompagner l'occupation d'Irak au Moyen-Orient, c'est la République islamique d'Iran. Mais la République islamique d'Iran avait son modèle, avait son projet, à savoir la mise en place de l'ordre milicien en partant d'Irak vers le Moyen-Orient. L'ordre milicien, bien évidemment, rapidement, une petite définition, ce n'est pas uniquement des organisations militaires et sécuritaires. Non, c'est une vision du monde, c'est une manière d'être, d'apparaître, d'exister. C'est un modèle de la gouvernance à la fois politique, sociale, économique. C'est une prise en charge de l'individu, de A à Z. Autrement dit, c'est l'ordre milicien, c'est beaucoup plus global, c'est beaucoup plus universel, formé par les gardiens de la Révolution. Et finalement, on arrive à 2006. 2006, l'ordre milicien, petit à petit, remplace l'État démocratique en Irak. Et l'Irak, entre 2006 et 2010, devient un État milicianisé. Ce que j'appelle la milicisation de l'Irak en tant qu'État, société, mais aussi territoire. Et l'Irak devient bien évidemment son modèle pour le déploiement de cet ordre milicien à la fois
au Liban, en Syrie, au Yémen, et même si, mais aussi à Gaza, bien évidemment, on va parler de Gaza. Donc l'échec total du projet américain pour le Moyen-Orient, ce qu'il appelait le Grand Moyen-Orient, qui commençait du Maroc et qui finissait en Afghanistan. Le deuxième moment, et je vais vite, je suis déjà à 8 minutes, c'est le moment du printemps arabe. Le printemps arabe reprend exactement le même projet américain, c'est-à-dire la démocratisation du Moyen-Orient, mais avec une approche à 180 degrés opposée à l'approche américaine. Autrement dit, les Américains voulaient démocratiser le Moyen-Orient par le haut vers le bas, autrement dit avec les bombes, les chars, des avions, etc., des occupations. Mais le printemps arabe, c'est un processus du bas vers le haut. C'est un projet de la transformation sociétale, mentale, psychologique, des organisations de la société civile, pas uniquement l'État. Mais là aussi, on commence en 2011, on arrive à 2019, c'est l'échec total parce que le printemps arabe n'a pas réussi. Je sais, tout le monde ne partage pas cette grille de lecture, mais je n'hésite pas à le dire. En Libye, on n'a plus d'État. Au Yémen, on n'a plus d'État. En Syrie, on n'a plus d'État. Il y a 10 pays arabes concernés. Soudan, l'Irak, Liban, etc. L'Algérie, oui. On peut parler bien évidemment de l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte. Donc, ou bien on n'a plus d'État, ou bien on a un retour à un autoritarisme beaucoup plus brutal que ce qu'on a connu avec Ben Ali, avec Moubarak ou avec d'autres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous avez des États en cours de décomposition ou bien vous avez des États dans ce qu'on appelle dans le processus de l'instauration autoritaire. Alors donc, pour la décomposition, on peut parler de l'Irak, on peut parler du Liban, on peut parler de la Libye, on peut parler de la Syrie, on peut parler du Yémen. Pour l'instauration autoritaire, on peut parler de l'Égypte, on peut parler de... Autrement dit, là aussi, on a vraiment, en termes de projet, c'est l'échec total. Alors, le 7 octobre, juste pour comprendre, le 7 octobre, il y a 2 événements très, très importants à comprendre, sans lesquels on ne peut pas comprendre pourquoi le 7 octobre. Pour moi, le 7 octobre, c'est un moment de rupture fondamentale, épistémologique, structurelle, systémique. Il faut absolument étudier sans engager les jugements de valeur, sans être militant, parce qu'au moment où on est militant, vraiment, on met des obstacles et on ne comprend pas grand-chose. Alors, les 12 événements. D'abord, le 10 mars 2023. À Pékin, l'Arabie saoudite signe un accord très, très important, vraiment aussi important que les accords d'Abraham avec la République islamique d'Iran. À Pékin et non pas à Paris, à Londres, à Washington, mais c'est à Pékin. Pourquoi? Parce qu'entre 2019 et 2021, l'ordre milicien géré par la République islamique d'Iran attaque l'Arabie saoudite avec des missiles balistiques, avec des drones, par tous les moyens. Les infrastructures pétrolières de l'Arabie saoudite, le premier exportateur de pétrole mondial, 80% est à l'arrêt total. Et les Américains, on sait très bien, ils ont des bases en Arabie saoudite. Il y a des partenariats stratégiques entre l'Arabie saoudite. Les Saoudiens avec qui je discute énormément, ils me disent qu'on avait une illusion avant 2019 et 2021. À savoir, on pensait que nous étions en termes sécuritaires équivalents à la sécurité d'Israël pour les États-Unis d'Amérique. On pensait qu'à tout moment, les Américains n'accepteront jamais la République islamique d'Iran ou l'ordre milicien au Moyen-Orient attaque directement notre territoire. Mais 2019, c'est le réveil. On est attaqué et Donald Trump, qui était déjà à la Maison-Blanche, fait une déclaration pour dire « notre base militaire n'était pas attaquée ». Mais on n'était pas attaqués, nous. Et là, on a compris, mais non, nous ne sommes pas Israël pour les Américains. Et en 2021, il y a Joe Biden. On pensait qu'avec le changement de l'administration, cette approche va changer. Mais non, avec Joe Biden, c'était pareil. Les Kataib Hezbollah en Irak et les Houthis au Yémen attaquent en même temps l'Arabie saoudite. Mais l'administration de Joe Biden ne réagit absolument pas comme l'administration. Et là, Mohammed Ben Salman, le prince héritier, met en place une grande commission composée de 60 grandes personnalités
totalité, diplomates, géographes, hommes d'affaires, enfin toutes les disciplines, qui passent partout dans le monde. Ils rencontrent des think tanks, ils rencontrent des centres de recherche, des centres de pouvoir. Ils sont même venus jusqu'à Paris pour nous rencontrer, nous, pour dire, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi nous sommes tombés? Pourquoi nous sommes arrivés là? Et grâce, je ne vais pas bien évidemment entrer dans ces détails, je suis déjà à 13 minutes. Alors donc, grâce à cette révision-là, Mohammed Ben Salman décide, pas seulement Ben Salman, mais aussi les pays du Golfe, hein, parce qu'il entraîne derrière lui tous les pays du Golfe, à normaliser la totalité des relations des pays du Golfe d'une manière générale et Arabie Saoudite avec tout le monde, sans exception. Il n'y a plus de ligne rouge. Il n'y a plus de ligne rouge. En commençant par la République islamique d'Iran. Notez bien, le 10 mars, on va à Pékin et on signe pour partager le Moyen-Orient. C'est très important de comprendre ça. Partager le Moyen-Orient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que voulez-vous? Vous voulez l'Irak? L'Irak pour vous. Le Liban pour vous, la Syrie pour vous, le Yémen pour vous, Gaza pour vous. Mais par contre, vous nous laissez les pays du Golfe, l'Égypte, la Jordanie. Ils signent les accords. C'est vraiment le nouveau Sykes-Picot entre l'Iran et la République et l'Arabie Saoudite. La question palestinienne, autant que question historique, n'apparaît pas. La Cisjordanie pour l'Arabie Saoudite, Gaza pour la République islamique d'Iran. Le Hamas et le djihad pour la République islamique d'Iran, le Fatah et l'autorité palestinienne pour l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas la perspective d'un État. Il n'y a pas cette centralité de la question palestinienne. Ça, c'est le premier événement. Et le deuxième événement, bien évidemment, c'est les accords d'Abraham. Dans les accords d'Abraham, il y a 4 grands pays arabes, enfin grands pays, des pays très importants quand même en termes symboliques, signent avec Israël. Pourquoi? Parce qu'on est entré dans la normalisation. C'est fini la conflictualité. Mohammed Ben Salman, Mohammed Ben Zayed, Tamim, ils ne veulent plus la conflictualité. Puisque vous, les Américains, vous ne nous protégez plus, alors dans ce cas-là, on va faire comme vous. Vous négociez avec l'Iran, nous aussi, on va négocier avec eux. Vous négociez avec Israël, nous allons négocier avec Israël. Et donc, on signe les accords d'Abraham avec Israël sans aborder la question palestinienne. La question palestinienne n'est absolument pas au centre des accords d'Abraham. Non, c'est à peu près l'abstraction. Donc on va investir et investir et investir. On va tolérer le Qatar envoyer 33 millions de dollars par Tel Aviv pour arriver à la bande de Gaza. On va les nourrir, voilà, les nourrir et c'est tout. Les choses s'arrêtent là. Et donc, dans cette situation-là, on est là, hein, on est dans. Même l'Arabie Saoudite, le 7 septembre 2023, c'est-à-dire juste un mois avant le 7 octobre, Mohammed Ben Salman sur Fox News dit clairement que nous sommes très 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 proches d'un accord avec Israël. On s'approche, on progresse, mais petit à petit. Hein. Et pour la question palestinienne, le journaliste lui pose la question, mais il y aura bien évidemment une perspective aussi. Et c'est dans ce contexte-là que le 7 octobre a replacé, bien évidemment, la question palestinienne au centre de toutes les gravités. Autrement dit, son Moyen-Orient en décomposition permanente à un pivot. Ce pivot n'est pas en Irak, n'est pas en Syrie, c'est en Palestine. Autrement dit, la question palestinienne, bien évidemment, les attentats du 7 octobre, le massacre du 7 octobre, c'est en termes de valeurs, en termes oui, des valeurs, personne pourra excuser ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est un massacre collectif. C'est pour les Israéliens avec qui je discute régulièrement. Il faut comprendre, c'est pas très important comment moi je perçois le 7 octobre. Ce qui est le plus important, c'est comment les Israéliens perçoivent eux le 7 octobre. Le 7 octobre, dans leur mémoire collective, c'est équivalent du Holocauste, c'est équivalent de la Shoah, c'est un 12e génocide pour eux. Mais ce génocide-là, bien évidemment, est suivi par la guerre du Gaza, et on connaît tous très bien ce qui s'est passé à Gaza. Je ne vais pas rappeler que pour un Israélien tué le 7 octobre, on arrive aujourd'hui à peu près à 93, et je m'arrête là, juste une petite minute pour conclure. Donc, voilà, tout le monde connaît la tragédie du Gaza, et cette tragédie du Gaza, pour moi, on entraîne la décomposition totale du Moyen-Orient en termes géopolitiques. Les pays arabes, on sait très bien, déjà la République islamique d'Iran, puisque j'ai plus de temps, n'est-ce pas, je dois m'arrêter. La République islamique d'Iran et son ordre milicien totalement à terre partout, en Syrie,
au Liban, au Yémen, et même en Iran aussi. Là, vraiment, on est entré dans la décomposition totale. Pour l'Arabie saoudite et son modèle de l'autoritarisme basé sur la sécurité, stabilité et développement économique, mis en grande interrogation. Les accords d'Abraham, c'est entre parenthèses pour le moment. La Turquie et le PKK, là aussi, on est dans une décomposition totale, etc. Autrement dit, le 7 octobre a approfondi d'une manière considérable la décomposition de ce Moyen-Orient. Merci. Merci. Edoui Plenel, on change d'échelle et en même temps on n'en change pas. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve à chaque fois comment à la fois on parle que des Palestiniens et on n'en parle pas beaucoup, aussi bien sur la question d'ingénierie, aussi bien sur ce que vous venez de raconter où ils font pas partie du jeu. Et ils en font partie qu'à partir du 7 octobre. Comment, dans les accords d'Oslo aussi, ils subissent la question territoriale. Et là, on arrive aujourd'hui où on parle tout le temps des Palestiniens sans vraiment en parler. Et là, on arrive justement à ces 15 derniers jours où 156 pays aujourd'hui reconnaissent l'État palestinien. Et donc je suis partie pour vous, Edoui Plenel, sur cette carte pour changer d'échelle et partir de la décision de la France justement de reconnaître à son tour la Palestine comme un État. Bonjour à toutes et tous. Quand on voit cette carte, on voit combien cette histoire nous concerne. Et c'est ce dont je voudrais parler dans la mesure où vous avez entendu des bien meilleurs connaisseurs que moi du sujet. Mais mon propos, c'était le propos du livre que vous avez montré, c'est en quoi il s'agit là d'une question universelle qui doit bousculer notre indifférence. Et quand on voit cette carte, on voit évidemment une progression positive, mais éminemment tardive, puisque les tâches les plus sombres, ce sont celles des États de la dernière heure, je pourrais dire, et les autres sont des États non pas de notre Occident, non pas de notre Europe. Et l'on se dit en même temps, au moment où on parle, qu'il ne faudrait pas que cette reconnaissance soit celle d'une pierre tombale. D'une pierre tombale mise justement sur l'existence, l'histoire, l'identité, l'affirmation d'un peuple. Je dis ça parce que, en fait, j'ai été rajouté à ce débat tel qu'est le programme officiel, parce que je devais être un autre débat hier, et je voudrais m'excuser auprès des organisatrices et organisateurs du DIG. Et en fait, je n'ai pas pu être au débat d'hier parce que j'étais à un autre festival, le festival du film arabe, trop peu méconnu. Il est à sa 36e édition en Moselle, en plein cœur de l'ancienne sidérurgie, à Famec, et où c'était Costa Gavras que j'accompagnais, qui était le parrain d'honneur. On a présenté un documentaire que je fais sur son cinéma, notamment sur Z, qui a été produit par l'Algérie et tourné à Alger. Mais surtout hier, et c'est au cœur de la question de notre indifférence, on a projeté un film de Costa Gavras dont vous n'avez aucune mémoire. Vous vous souvenez de Z, de Missing, de Music Box, de L'Aveu, de plein d'autres films. Or, au moment où il était au sommet de sa carrière internationale, juste après Missing, en 1983, un film s'appelle Anaka, qui est tourné en grande part en Israël, c'était possible encore, avec un héros qui est un acteur palestinien. Et c'est un film avec une histoire très humaine qui raconte ce qui a été d'emblée décrit ici avec les mots de dépossession et de colonisation. Sa première image est la destruction d'une maison palestinienne. La question de l'effacement d'un peuple. Et ce film, totalement maudit, totalement oublié, alors qu'il décrit ça encore une fois, de manière très sensible, en plus avec une vision très humaine de comment le processus de colonisation enferme ceux qui colonisent dans leur propre peur et qui les amène du coup à de plus en plus
voir l'autre comme un ennemi et vouloir, au fond, eux-mêmes devenir criminels dans la relation qu'ils ont aux autres. Alors, je rappelle ça parce que, pour moi, cette question dont on discute ici, à partir de cartes, et je voudrais vous inviter à aller sur un site qui est en accès libre d'une organisation qui prolonge ce travail des géographes, qui est Forensic Architecture, qui est basé à Londres, qui est animé et créé par un Israélien très lié à l'ONG B'Tselem, qui défend les droits humains de tout le monde en Israël, qui est Eyal Weizman. Et c'est une organisation qui, avec tous les moyens du digital, du numérique, chronique, y compris le génocide, avec, depuis janvier, après le premier rapport, celui d'Amnesty, c'est en décembre, début décembre, il y a eu Human Rights Watch et il y a eu Médecins sans frontières, il y a eu 3 rapports successifs documentant la réalité avec justement des précautions du génocide en cours. Et depuis, Forensic Architecture le documente très très concrètement avec ce rapport justement au territoire, à la topographie. Et Anaka le rappelle, ne pas oublier que c'est un rapport, citer les noms des colonies, à la toponymie, puisque l'effacement du peuple, l'effacement de son histoire, l'effacement de son passé, c'est passé aussi dans la nomination. On efface le nom des villes, des histoires, des communes palestiniennes. Et c'est cette mémoire, cette longue durée de cette histoire, le piège qui est tendu et qui est un piège bien connu des historiens depuis le 7 octobre, c'est le présentisme, un présent monstre. Il a fonctionné aussi le 11 septembre 2001, ne voir que l'événement terroriste et oublier du coup qu'il y a un avant, pour du coup être empêché de penser un futur et du coup être pris au piège de la riposte aveugle. Et de ce point de vue, cette longue durée, ne pas oublier qu'il y a des voix qui l'ont porté dans notre pays et sur notre continent, auxquelles mon livre est dédié, qui sont Elias Sambar et Leila Chaïd. Alors, je voudrais qu'on se confronte à ce que ce sort fait depuis 1948 au peuple palestinien, mais on pourrait remonter à un siècle de conflits. Et cette volonté d'effacement, les Palestiniens, comme les amis que je viens de citer, disent souvent « Yasser Arafat nous a rendu notre nom ». On voulait que ne soient plus que des déplacés, des réfugiés. Et aujourd'hui, le projet des dirigeants de l'État d'Israël, c'est à nouveau l'effacement, qu'il n'y ait plus de Palestine, au-delà des qualificatifs juridiques, qu'il n'y ait plus de Palestine, qu'on repasse dans une sorte d'oubli total. Mais pourquoi cela nous concerne intimement et pourquoi on doit secouer notre indifférence ? La question de Palestine, depuis 1948, a jeté dans notre futur jusqu'à aujourd'hui une question que progressivement on a cru derrière nous, la question du colonialisme. Cette question nous concerne. La colonisation a fait notre richesse, a fait le ressort de la projection de l'Europe sur le monde, de l'invention de cette réalité non pas géographique mais politique qu'on appelle l'Occident. En 1948, l'ensemble des vainqueurs du nazisme, URSS comprise, et légitimement à partir du foyer national juif qui existait en Palestine, se sont débarrassés, comme on jette un manteau de poussière, de la propre histoire du crime européen, le crime de génocide contre les Juifs d'Europe, sur le dos d'un autre peuple qui n'y était pour rien, les Palestiniens. On ne répare pas un crime en commettant une injustice. Et c'est cette injustice qui commence avec la Nakba, avec l'expulsion de la majorité des Palestiniens de leur propre terre, qui a mis au cœur de notre présent ce poison qui est la question coloniale. Le colonialisme, et nous avons dans notre langue un livre et un auteur qui l'a dit de manière très forte. Il s'appelle Aimé Césaire, il a une plaque au Panthéon pour lui. Le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire dès les années 50 a tout dit. Au bout du colonialisme, il y a Hitler. Hitler, dit-il. En disant, mais au fond, ce que vous reprochez à Hitler,
c'est d'avoir fait à d'autres sur votre continent qui vous ressemblent ce que vous avez fait à nous, et il pensait au crime de destruction, le crime contre l'humanité, d'effacement d'autres peuples qui a accompagné les divers colonialismes et évidemment le crime d'esclavage. Le colonialisme est une machine infernale. Les civilisés, et Dieu sait si la société israélienne est développée technologiquement, culturellement, éducativement, les civilisés qui tout d'un coup voient l'autre comme un barbare, comme une menace, en viennent à se barbariser eux-mêmes. Quand vous voyez ces soldats israéliens tout à fait éduqués, qui sur les réseaux sociaux ont partagé leurs crimes, et du coup cela a sans doute des conséquences en termes de justice pénale internationale, et vous dites comment est-ce possible? Eh bien pensez que les Einsatzgruppen du début de la solution finale avaient comme responsables des jeunes de familles bourgeoises sortis des meilleures universités de droit allemandes. On ne devient pas barbare naturellement, on devient barbare et on commet des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, dans le fait de barbariser l'autre, de ne plus le voir comme un humain. Et c'est au moteur de cette question que la question de Palestine met au cœur de notre présent, et cela concerne notre pays qui reste une puissance coloniale directe un peu partout dans le monde, qui est la question coloniale. Et j'en termine en restant dans les 10 minutes pour dire que cette question qui nous est posée, c'est cette question de l'impunité. Nous sommes en train de ruiner notre propre discours, ce que tout le monde appelle le double standard. Il faut tenir tous les bouts, être solidaire du peuple ukrainien, prendre des sanctions contre Poutine, contre la guerre d'invasion colonialiste, impérialiste, qui revient. Et c'est un nouvel impérialisme animé par une dictature profondément fasciste, pour moi, qui est la dictature de Poutine. Mais nous faisons des déclarations, nous votons des résolutions, mais nous prenons des sanctions dans le cas de Poutine. Dans le cas d'Israël, 0 sanction, aucune sanction. Des mots, et des mots tardifs, ou des mots insuffisants, voire des mots aveugles de soutien inconditionnel. Et donc là, nous ruinons profondément ce qui est au cœur de ce dont nous nous réclamons. Quand on parle du droit international, on parle simplement de la proclamation de l'égalité des droits, de ce qui nous fonde. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction de naissance, de condition, d'origine, de croyance, d'apparence. Et quand nous ne respectons pas le droit international, quand nous nous adaptons au fond à ce cynisme des États, à ce rapport de négociation, je dirais, entre États gangsters, je te donne une région, je te donne un quartier, je te donne une activité, car nous sommes face à des impérialismes gangsters aujourd'hui, rançonneurs, menteurs. On ne peut pas croire évidemment un mot de M. Trump sur parole. Eh bien, nous sommes dans un moment où nous ruinons à l'échelle du monde, et c'est l'Afrique du Sud, le pays issu de l'apartheid, installé en 1948, l'apartheid, au moment, en même temps où on créait l'État d'Israël, qui nous l'a rappelé. Et je voudrais terminer parce que cette histoire est désolante, et je voudrais juste vous lire des mots qui pour moi sont importants, avec lesquels je me promène aussi avec un poème de Mahmoud Darwish, « Pense aux autres », qui est comme une sorte de refrain dans le moment actuel. Quand tu fais tes guerres, pense aux autres, pense à ceux qui veulent la paix. Mais je voudrais vous lire ces mots qui sont parus le 22 septembre 1967. Pierre Aski connaît très bien les gens dont je vais parler, qui sont parus dans le quotidien israélien Haaretz, signés par 12 citoyens israéliens. Au moment où se commet cette bascule qui va accélérer la catastrophe pour Israël même, qui est dans une logique de suicide profondément suicidaire. On ne peut pas vivre comme étant une sorte de place forte face au monde qui vous entoure et contre le monde qui vous entoure. Et du coup, des gens ont essayé de sauver les principes et ils ont hélas perdu. Notre droit de nous défendre contre l'extermination ne nous donne pas le droit d'opprimer les autres. L'occupation entraîne une domination étrangère. Une domination étrangère entraîne la résistance. La résistance entraîne la répression. La répression entraîne le terrorisme et le contre-terrorisme. Les victimes du terrorisme sont en général des innocents. La mainmise sur les territoires occupés fera de nous des assassins
et des assassinés 7 octobre. Sortons des territoires occupés maintenant. Les signataires de ce texte animaient une organisation qui n'existe plus en Israël, internationaliste, anticolonialiste, humaniste, Matzpen. Matzpen en hébreu, ça veut dire la boussole de l'égalité. Merci. On a 10 petites minutes pour les questions. On peut peut-être en prendre 3 en même temps, je ne sais pas, pour avoir plus de temps. Il y en a une ici. Il y en a une autre ici. Je prends d'abord en bas. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Je suis vraiment très contente d'être présente avec vous pour l'éclairage aussi bien local qu'international de ce génocide. Est-ce que vous pourriez nous faire une question courte, s'il vous plaît? Très rapidement. Pour que j'en puisse en avoir 3. Pardonnez-moi. Alors, je vais essayer de faire court dans ma question. Sachant que le Moyen-Orient est à l'origine des 3 religions abrahamiques, depuis le 7 octobre, personnellement, pour moi, c'est une rupture complète avec les religions abrahamiques qui sont des religions de sacrifice. Et c'est insupportable que depuis des millénaires, on ne comprenne pas les choses. Oui, mais la question, elle arrive. Soyez patient un petit peu. Voilà, la patience permet d'équilibrer la paix. L'impatience génère les guerres. Ok, donc je dirais que puisqu'il y a un fond fondamentaliste politico-religieux dans cette histoire, à l'échelle locale mais aussi à l'échelle internationale, comment rebâtir à nouveau l'origine de l'humanité? Vous avez 3 heures. Vous avez 3 heures, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut prendre une question au-dessus? Est-ce que vous pourriez me faire des questions très courtes pour que vous puissiez avoir les réponses? Oui, question très courte. Merci pour vos interventions. Comment, dans notre pays, arriver à assurer la liberté de s'informer mutuellement sur ce qui se passe? Là, cette seule feuille A4 va faire que, messieurs les policiers, vont m'interpeller dans quelques instants à la sortie de cette salle. Parce que nous sommes au FIG, et depuis 2008, tout rassemblement ou manifestation, ceci est considéré comme une manifestation, à caractère revendicatif, sont interdits. La mairie de Saint-Dié-des-Vosges, dans sa sagesse, a arrêté ce processus, a décidé de ne plus faire d'arrêté. Mais la préfète, jeudi, a fait un arrêté. Donc cette question de est-ce que vous sentez, en tant qu'intervenant, comme une responsabilité d'assurer la liberté de simplement partager une information, Gaza, génocide? Merci. Merci. Est-ce qu'on a une 3e question? Oui, ma question, elle est très courte et je l'adresse à tous les intervenants. Maintenant, en France, que faire? Pardon. Bonjour, merci. Moi, j'avais une question sur le Liban, parce que la tragédie de Gaza, c'est une tragédie, mais sur le non-respect du droit international, sur le bombardement des forces onusiennes quotidiennes au Liban du Sud, et ça passe vraiment au travers des... Enfin, personne n'en parle, en fait, j'ai l'impression. Ça passe vraiment au second plan, et ça ne remet pas en cause ce qui se passe à Gaza et la tragédie de Gaza, mais c'est global, c'est sur le... Voilà. Est-ce qu'on s'arrête là? Vous faites... Que faire? Se mobiliser d'abord. Et vraiment, il faut secouer notre pays et pas seulement nos dirigeants, auxquels on doit demander de ne pas simplement faire des reconnaissances tardives, mais de prendre des sanctions, comme l'a dit le Premier ministre espagnol.
Il faut arrêter la main des criminels. Il faut arrêter le crime. Il ne faut pas être spectateur passif du jeu de bonneteau de M. Trump. Et donc, il faut des sanctions. L'arsenal des sanctions diplomatiques, économiques, militaires existe. Et c'est d'ailleurs ce qu'a demandé la société pour... Et Pierre a été correspondant en Afrique du Sud. C'est nos sociétés qui ont fait la mobilisation, qui a fait tomber l'apartheid, qui a forcé la main des États. Donc il faut faire ça. Mais de ce point de vue, il faut se secouer nous-mêmes. Il y a un vrai problème français qui, moi, m'inquiète. L'ampleur des manifestations totalement pacifiques, rassembleuses, unitaires, avec l'ensemble du monde du travail, avec toute la jeunesse, en Italie notamment, ainsi qu'en Espagne, contraste avec le paysage français. Et là, il y a une vraie inquiétude sur ce qu'est notre possibilité, en effet, de calmement se rassembler sur l'essentiel, il s'agit de l'égalité des droits, sur nos divisions, et cela interpelle les gauches qui sont dans des luttes fratricides et pour certaines forces d'hégémonie, ça m'appartient et ça ne t'appartient pas. Non, ça appartient à tout le monde. Et nous sommes quelques-uns à connaître ces questions-là depuis des décennies. Et donc, je dis ça parce que, voilà, aujourd'hui, c'est aux sociétés de se mobiliser. Il y a eu une évocation des printemps arabes. Ils ont été défaits, vaincus, mais ce sont les sociétés qui ont dit des choses. Aujourd'hui, vous avez ce qui se passe, ce qui s'est passé au Bangladesh, au Népal, à Madagascar. Et là, regardez, au Maroc, petite parenthèse, il y a une erreur sur la carte Pegasus, il n'y a pas le Maroc. Or, mon Pegasus, il venait du Maroc, là, sur ce téléphone. Je dis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas le Maroc. Sur le... C'est bizarre, oui, je rigole. Non, mais j'ai eu l'impression. Mais bon, et le Maroc, regardez cette jeunesse qui se mobilise. Donc, voilà, moi, je pense que dans le moment actuel, on ne doit pas regarder comme des lapins, comme pris dans des phares, ce que font les États, les puissants et autres. On doit se mobiliser et ne pas accepter qu'il y ait cet interdit. Oui, il y a un crime contre l'humanité qui est en cours. Oui, il est documenté comme un génocide par toutes sortes d'ONG et de responsables, y compris onusiens, et on a le droit de le dire. Pierre ? Je voudrais partir de la dernière question sur le Liban. Oui. Et quand même, je pense qu'il faut qu'on soit conscient de ce qui se joue en ce moment dans le monde. C'est-à-dire que même lorsque Donald Trump fait son plan et que peut-être que les otages et des prisonniers palestiniens vont être libérés dans les prochains jours, c'est possible, on est dans un cadre autoritaire, c'est-à-dire qu'on a un président américain qui dit « moi j'ai décidé que la guerre allait s'arrêter, moi j'ai décidé que le plan ça allait être celui-là, que Tony Blair serait le gouverneur ou le vice-roi de Gaza, etc. etc. » C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un cadre de droit, dans un cadre de multilatéralisme, dans un cadre international. Où sont les Nations Unies dans toute cette affaire? Nulle part, et même les casques bleus sont une cible dans le sud Liban. Donc il faut être conscient que ce retour des rapports de force, il se joue également dans les règlements des conflits, c'est-à-dire que le règlement des conflits passe aujourd'hui par le bon vouloir, la volonté et l'instauration de rapports de force entre les grands, les puissants de ce monde. Et c'est la régression dans laquelle nous sommes entrés depuis déjà un moment, qui se joue aussi bien à Gaza qu'en Ukraine, et qui va déterminer le monde dans lequel nous allons vivre dans les prochaines années. Si ce retour au rapport de force, à la loi du plus fort et au bon vouloir des puissants l'emporte, ça augure mal. On est mal barré pour les prochaines années, et en particulier nous Européens qui n'incarnons pas l'un des piliers de cette force, et au contraire nous avons délégué la force à d'autres. Juste un mot sur, là je prends ma casquette de Reporters sans frontières pour répondre à la question sur la liberté d'informer. Je pense qu'il faut être extrêmement conscient de ce qui se joue là, et qu'effectivement notre liberté d'informer et de débattre a été remise en cause dans le traitement de la question palestinienne. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire de débattre sereinement
de ces enjeux n'a pas été possible pendant un moment. Tout le monde était frileux, tout le monde avait peur de parler, de simplement convoquer un débat avec des experts pour discuter de ces sujets. Donc il faut qu'on lutte contre l'autocensure, contre la peur de débattre publiquement de ces questions, et 3, d'être vigilant vis-à-vis aussi des tentations des autorités, de tous les pouvoirs, qu'ils soient médiatiques ou politiques, de vouloir restreindre cette liberté. On a l'impression qu'à chaque crise, qu'elle soit sanitaire ou autre, on entame un petit bout de nos libertés, et au nom du bien commun, évidemment, c'est pour notre bien, mais voilà, soyons vigilants, parce que c'est aussi une partie du tout. Pierre, en appui de ce qui a été dit sur le Liban, ce qui se passe au Liban m'inquiète beaucoup. Je ne reviens pas sur effectivement les violations du cessez-le-feu du 27 novembre 2024 régulièrement. Il y a un processus au Liban qui est un effet induit de la grande décomposition du Moyen-Orient, mais en quelque sorte une confirmation d'une certaine hégémonie israélienne. C'est la volonté de démanteler le Hezbollah libanais, ce qui en soi est une bonne chose. C'est une bonne perspective avec un arrière-plan qui nous y conduit, qui remonte malheureusement au 7 octobre. C'est-à-dire, de mauvaises raisons ont fait que le Hezbollah est fragilisé, ce qui n'est pas une mauvaise chose qu'il soit fragilisé. Et aujourd'hui, c'est la question du désarmement du Hezbollah qui se pose. Et je pense que le Liban, il faut qu'il, pour avoir vécu au Liban, j'ai été dans le gouvernement libanais, enfin, comme conseiller, je sais combien ce pays est, entre autres, pas seulement entravé dans sa souveraineté par un pouvoir milicien qui est le Hezbollah. Il faut tout regarder. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, la proposition de Joseph Aoun et de Nawaf Salam, le Premier ministre et le Président, enfin la proposition, le plan de démantèlement du Hezbollah, qui encore une fois est une bonne chose, enfin le désarmement, hein, qui me semble être une bonne chose, je me demande si là on n'est pas devant un grand risque. C'est-à-dire que, d'une part, des éléments du Hezbollah rechignent, ça c'est clair, en interne, mais je me demande aussi si ça ne dessert pas Israël que le Hezbollah soit démilitarisé. C'est-à-dire que, je me pose la question, je n'ai pas de réponse, mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas, pour en tout cas le pouvoir israélien aujourd'hui tel qu'il fonctionne, un Hezbollah militarisé à bas bruit mais contrôlé et qui justifie ensuite des exactions israéliennes? Est-ce que ce n'est pas plus souhaitable pour Israël qu'un Liban où le Hezbollah serait démilitarisé? Voilà. Donc je suis inquiet pour le Liban, je veux me tromper. En tout cas, encore une fois, oui, la démilitarisation est une bonne chose, mais le contexte m'inquiète. La deuxième chose que je voulais dire sur qu'est-ce qu'on peut faire en France, tout a été dit et très bien dit. À l'échelle européenne, on parle de sanctions, évidemment, on n'a jamais accompagné nos mots de sanctions, ça a été dit. Un des leviers qui recommence à prendre un peu de relief, c'est l'accord d'association, la dénonciation de l'accord ou la suspension de l'accord d'association, qui est un levier économique, qui est beaucoup plus contraignant si on l'utilise pour Israël que pour l'Europe. Alors le problème, c'est qu'il faut 15 pays sur les 27 pour l'entériner, et il faut que 65% des populations, enfin des opinions, enfin de la population, oui, 15 pays et 75%, et 65%. Voilà. Donc il y a des verrous, mais voilà, il faut agir aussi pour faire en sorte que peut-être ce régime de sanctions, cette suspension, soit mis à l'ordre du jour. Voilà. Et puis pour finir, sur l'engagement, le pouvoir médiatique, effectivement, aujourd'hui, je m'inquiète. Moi, dans nos démocraties, on est tous très attachés à la démocratie. Je suis très inquiet de voir à quel point le pouvoir judiciaire aujourd'hui est ciblé, le pouvoir médiatique est ciblé, et certains en savent quelque chose. Mais même, on le voit aux États-Unis, mais ça va commencer à arriver sur le pouvoir, j'en sais rien. Un des piliers de la démocratie, c'est la science. Et je ne suis pas sûr en 2027
de pouvoir continuer à faire le métier que je fais. Voilà, et ça, c'est inquiétant. Adèle, est-ce que vous voulez ajouter un mot? Après, on boucle, mais est-ce que vous voulez ajouter un mot, Adèle? On a dépassé, donc c'est... Comme vous avez envie. Moi, j'ai envie de vous entendre encore. Je voulais juste une petite phrase. C'est avant le 7 octobre, les pays arabes, encore une fois, s'il vous plaît, je ne mets absolument pas des jugements de valeur derrière ce que je dis, hein, c'est juste des données factuelles. Les pays arabes, les États arabes, les régimes arabes percevaient Israël comme un État responsable, crédible, avec qui on peut faire des affaires, avec qui on peut signer des accords sécuritaires, économiques, diplomatiques, des accords d'Abraham, etc. Et qu'on peut mobiliser toute la puissance israélienne pour se protéger de la République islamique d'Iran et d'autres menaces. Mais depuis le 7 octobre, ce paradigme tombe dans la mémoire collective des États arabes. Je parle bien des États, je ne parle pas des sociétés, hein. Je parle des États, des régimes. Même chez les régimes, ce paradigme tombe. Désormais, ces États arabes perçoivent Israël comme un État qui n'est absolument pas soumis au droit international, qui ne respecte pas le droit international, et c'est catastrophique pour l'image d'Israël, et qu'Israël ne connaît désormais qu'un seul paradigme, à savoir les rapports de force, la domination, d'où par exemple les États, malgré le cessez-le-feu au Liban, le sud du Liban, la Syrie, l'Iran, le Yémen, l'Irak, qui se préparent pour 80, et Israël a désigné 80 cibles en Irak, pour être attaqué. Les Américains ont empêché Israël à 9 reprises, mais désormais, ils ne le font pas. Et donc, on change le paradigme. On passe du paradigme basé sur le droit international, un État respectable, acceptable, crédible, à un paradigme de la domination des rapports de force, d'où les accords signés entre l'Arabie saoudite et le Pakistan par rapport à l'arme nucléaire, et de le rapprochement entre l'Égypte et la Turquie, qui étaient des ennemis depuis. Là, ils se reprochent pour mettre en place des accords, parce qu'Israël fait peur, parce qu'Israël menace. Voilà. Très bien. Juste une phrase, si vous permettez. On est deux journalistes à cette table, et Pierre est président de Reporters sans frontières. Je voudrais juste qu'on ait une pensée, car dans toute cette catastrophe, c'est la pire hécatombe de journalistes de l'histoire moderne, plus que dans chaque guerre mondiale et toutes les guerres modernes du siècle passé. 220 au minimum selon Reporters sans frontières, 250 selon d'autres comptabilités. C'est le plus grand massacre de journalistes, ce qui est l'aveu que l'on veut tuer la vérité, qui est commis et qui a été commis et qui est toujours commis à Gaza. Vous pouvez retrouver les auteurs au Salon du Livre, j'imagine que vous allez être disponible pour eux. Tous les livres que vous voyez je les ai vus au Salon du Livre, donc ils sont présents. Et il y a peut-être une signature, très bien. Juste à la sortie, il y a une signature. Et si vous voulez poursuivre avec les cartes que vous avez vues, il y a aussi l'exposition de Israël-Palestine qui avait été... c'est les cartes du journal Le Monde et que vous pouvez retrouver aussi dans Saint-Dié. Je vous remercie. Merci Delphine.